Ensuite, on va donc faire passer cette variation de la concentration de gaz à effet de serre dans un modèle. Donc je vous ai dit tout à l'heure, un modèle c'est Flight Simulator, sauf que c'est pas Flight Simulator, c'est Climate Simulator. Donc en gros, ça revient à représenter sur ordinateur le fonctionnement réel du système climatique. Alors je vous ai dit que dans le système climatique, il y avait des compartiments fluides qui étaient les compartiments, ou quasi fluides, qui étaient les compartiments qui dominaient l'évolution du système à l'échelle du siècle. Pour modéliser ces compartiments fluides ou quasi fluides, vous savez que l'ordinateur n'aime pas beaucoup l'infini, donc on ne peut pas représenter le monde avec une infinité de points. Et en fait, compte tenu de la puissance de calcul disponible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le monde en boîte à chaussures, ou plus exactement les compartiments fluides du monde en boîte à chaussures, et on va considérer chaque boîte à chaussures comme un tout homogène. Donc c'est des parallélépipèdes pour pied très plat, parce que la maille sur l'horizontale est typiquement de l'ordre de la centaine de kilomètres, alors que la maille sur la verticale est typiquement de l'ordre de la centaine de mètres. Donc c'est effectivement des pieds extrêmement plats. Mais c'est ça la manière dont on s'y prend. Et on considère que chaque cube, enfin chaque parallélépipède qu'on obtient ainsi, est un tout homogène, à l'intérieur duquel le vent est le même partout, la température est la même partout, les précipitations sont les mêmes partout, etc. Alors de temps en temps, c'est pas aussi simple que ça, on introduit des gradients à l'intérieur de la maille, mais ça reste des trucs qui sont gérés avec des paramètres globaux. Il n'y a pas une représentation explicite des processus qui sont sous l'échelle de la maille. Et en particulier, il n'y a pas de représentation explicite dans les modèles de la convection atmosphérique à petite échelle, c'est-à-dire celle qui fait apparaître les nuages et les précipitations locales. Donc ça, c'est quand même une grosse limitation pour avoir des évolutions régionales et de la visibilité sur est-ce qu'il va y avoir plus d'orages, par exemple. Impossible de répondre à la question avec ce genre d'outils. Les modèles, ils sont exactement comme les jeux vidéo, ça je suis sûr que ça vous est familier. Ceux de 1970, le Pac-Man de mes études, c'est pas exactement ce qu'on va trouver aujourd'hui. C'est exactement pareil pour les modèles qui permettent de faire de la simulation climatique. Ils ont bénéficié, comme le reste, de l'augmentation de la puissance de calcul. Dans les années 70, je vous la fais courte, mais bonne, dans les années 70, on représentait essentiellement le sol avec pas d'eau, ou presque, la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, un cycle de l'eau extrêmement global et paramétré, et aujourd'hui, on est capable d'avoir des modèles, je vous ai pas amené d'animation, mais j'aurais pu, dans lesquels on représente l'océan avec sa dynamique, la végétation avec sa dynamique, la chimie atmosphérique avec sa dynamique, évidemment les échanges d'énergie, évidemment les aérosols qui sont apparus, etc., etc., la dynamique en ce qui concerne la glace de mer, etc. Donc, en gros, chaque spécialité dont je vous ai parlé tout à l'heure, les glaciologues, les biologistes, les machins, etc., a construit un bout dans un coin, et puis ensuite arrivent des ensembliers qui raccordent les divers bouts les uns aux autres, créent les interfaces qui permettent de créer un grand modèle couplé dans lequel chaque compartiment répond aux autres. C'est ça l'idée. Donc c'est exactement comme quand vous faites Warcraft, chacun dessine son petit personnage, et puis après vous intégrez tout ça dans un truc où ils sont capables de se parler. La maille du modèle a également fortement diminué au cours des dernières décennies, reflétant en cela l'augmentation de la puissance informatique disponible. Et alors les acronymes que vous avez là font référence au rapport d'évaluation du GIEC, dont je vous ai un tout petit peu parlé. Alors, le GIEC, c'est quoi? Je vais faire une incidente à cette occasion. Le GIEC, c'est une revue de presse, mais une revue de presse très particulière. On demande à des scientifiques de faire une compilation de tout ce qui s'est publié dans la littérature scientifique des années écoulées et d'en faire un résumé en 800 pages. C'est ça, un rapport du GIEC. C'est ça, un rapport du GIEC. Donc, la seule source d'information qui est prise dans les rapports du GIEC, c'est ce qui paraît dans les revues scientifiques à comité de lecture. On se contrefout de savoir ce que tel ou tel a déclaré dans le monde, c'est pas un sujet. Et par ailleurs, ce sont les gens du domaine qui font la synthèse des informations qu'ils sont les seuls à comprendre. Je veux dire, dans un colloque de médecins, c'est rare qu'on invite un boulanger ou un garagiste. En général, on considère que c'est les médecins entre eux qui sont les mieux outillés pour faire la synthèse de leurs propres travaux. Un rapport du GIEC, ça marche exactement de la même manière. Je vous rappelle encore une fois que c'est un document que pas une personne qui le conteste n'a lu d'un bout à l'autre. Pas d'une. Pas une.
Par ailleurs, dans un rapport de 800 pages, vous vous doutez bien que si on fait 800 pages et pas 3, c'est parce qu'il y a des nuances dans tous les sens. C'est parce qu'il y a des conditionnels dans tous les sens. C'est parce qu'il y a des précisions et des limites aux connaissances acquises et au contraire, la description précise des sujets qui font encore débat, qui sont exposés avec toutes leurs nuances. Hein, c'est parce que la langue française comporte plus de 3 mots qu'on fait un gros dictionnaire. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est utile d'avoir plus de 3 mots pour faire des nuances. Et bien là, c'est pareil. C'est parce que la science qui se préoccupe de ce processus a des tas de directions dans lesquelles elle cherche et des tas de résultats définitifs ou intermédiaires à proposer et des tas de zones d'ombre à mettre en lumière, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, qu'on fait un rapport de 800 pages et encore une fois, pas un article d'une demi-page. Hein. Donc c'est quelque chose, si ça vous amuse, je vous conseille, enfin même si ça vous amuse pas, je vous conseille l'exercice suivant. Sur le site du GIEC qui est ipcc.ch, donc comme IPCC c'est International Panel on Climate Change, et je vous donnerai peut-être un contrôle là-dessus, allez télécharger le rapport, lisez-en 3 pages, et regardez si à votre avis c'est quelque chose à qui c'est accessible. Voilà, regardez à qui c'est accessible. Voilà, c'est une très bonne idée pour mon contrôle ça. Voilà, et faites-vous votre propre opinion là-dessus. Les modèles dont je vous ai parlé, ils sont... Et évidemment, pardon, pour finir sur le rapport du GIEC, vous avez évidemment un long processus de revue critique, c'est-à-dire que le draft qui a été écrit par monsieur A, on va le soumettre à monsieur B de la même spécialité pour qu'il dise est-ce que oui ou non ça correspond à ma manière de voir les choses, sinon pourquoi, etc. Donc vous avez un débat entre spécialistes qui prend des années et qui permet d'accoucher d'un document, encore une fois, qui expose le problème dans toute sa complexité et avec toutes ses nuances. J'en reviens à mes modèles. C'est comme avant la commercialisation d'un jeu vidéo. On est sûr que ça va bien faire ce qui a marqué sur la notice commerciale. Ben là, c'est exactement pareil. Avant de commencer à regarder l'avenir, on va déjà commencer par voir si le modèle reproduit à peu près correctement ce qui s'est passé dans la zone dans laquelle on a de l'instrumentation. Donc on va faire tourner le modèle en le faisant partir de 1900. Et on va regarder ce qu'il raconte sur l'évolution du système climatique. Alors vous avez ici des graphiques qui s'interprètent de la manière suivante. La courbe noire, c'est la valeur la plus probable de l'évolution régionale de la température sur la période considérée. Donc là, en l'occurrence, sur le XXe siècle. La plage rose, c'est l'enveloppe intermodèle. Donc c'est la zone dans laquelle se situe la totalité des simulations qu'on a pu faire avec la vingtaine de modèles qui ont été utilisés, parce que chaque équipe de physiciens un peu riche de par le monde a sa propre équipe, a son propre modèle. Donc vous avez à peu près 20 modèles, 20 outils de simulation numérique qui existent dans le monde. En France, vous en avez 2 ou 3. Météo France en a un. Le laboratoire de météorologie dynamique et l'IPSL en ont un autre. Et puis, il y en a un troisième, Serfax, je crois, a son propre modèle également. En Grande-Bretagne, ils en ont un qui est très célèbre, qui est celui du Hadley Center, etc. La NASA a son propre modèle. Enfin bon, bref, tout le monde a son modèle. Et on va alimenter les modèles avec les mêmes hypothèses. C'est pour ça que c'est important d'avoir des scénarios sur lesquels on est tous d'accord. Comme ça, on compare les résultats. Et on va regarder ce qu'ils racontent. Donc, sur le XXe siècle, toutes les simulations qui sont faites avec les modèles utilisés se situent dans l'enveloppe rose qui est située là quand on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre et se situe dans l'enveloppe bleue qui est là si on ne prend pas en compte les émissions de gaz à effet de serre. Alors les 2 résultats absolument majeurs que vous pouvez voir sur ces graphiques, c'est que 1, quand on prend en compte les gaz à effet de serre, à peu près tous les modèles sont dans les clous s'il s'agit de reproduire la tendance. Si on ne prend pas en compte les gaz à effet de serre, vous n'avez plus aucun modèle, je dis bien plus aucun modèle, qui est capable de reproduire ce qui s'est passé à partir des années 1970. Il ne s'agit pas qu'il y en ait quelques-uns qui reproduisent et quelques-uns qui ne reproduisent pas. C'est que vous n'en avez pas un seul qui est capable de reproduire. Hein. Par contre, sur la première moitié du XXe siècle, eh bien, vous voyez que ces outils ne permettent pas de discriminer, en mettant un point final au débat, l'évolution avec influence humaine et l'évolution sans influence humaine. En d'autres termes, sur la première moitié du XXe siècle, ces outils ne sont pas capables d'apporter un point final à la question qui est est-ce que le climat se serait comporté de la même manière sans nous ou pas? Par contre, ils sont capables d'apporter une réponse pour la deuxième moitié du XXe siècle, depuis les années 1970, qui est si le climat si le climat s'était comporté de toute façon comme ça sans nous, aujourd'hui, personne n'a l'explication. Voilà, c'est ça que ça signifie. Hein. Et en particulier, l'une des choses qu'on peut évacuer de la discussion,
sauf effet, alors là vraiment très compliqué qu'on n'aurait pas vu, c'est l'influence du soleil, parce que si c'est ça qui explique le réchauffement des températures observées depuis 1970, assez logiquement, on devrait s'attendre à ce que les températures aient plus augmenté là où il y a beaucoup de soleil que là où il n'y en a pas beaucoup, sauf mécanisme de transfert qu'on n'aurait absolument pas vu. Or, il se trouve que c'est exactement l'inverse qui s'est passé sur les 30 dernières années. Les températures augmentent plus vite au pôle qu'aux tropiques, elles augmentent plus vite la nuit que le jour aux moyennes latitudes, et elles augmentent plus vite l'hiver que l'été aux moyennes latitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec une interception renforcée du rayonnement terrestre qu'avec une augmentation du rayonnement solaire. Parce que l'augmentation renforcée du rayonnement terrestre qui a lieu la nuit et le jour, la surface terrestre, elle ne tombe pas à 0 Kelvin la nuit, donc l'interception renforcée du rayonnement terrestre se manifeste la nuit et le jour, et donc va être proportionnellement beaucoup plus visible quand vous n'avez pas de soleil que quand vous en avez. Donc c'est parfaitement cohérent avec le renforcement de l'effet de serre que le relèvement des températures ait préférentiellement lieu à un moment ou à un lieu où vous n'avez pas de soleil plutôt qu'à un moment ou à un lieu où vous avez beaucoup de soleil.